Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera consacrée donc au gold, à l'or, hein, donc la matière, la valeur refuge par excellence. C'est la seconde vidéo qui sera donc consacrée au gold. Nous allons faire un point aujourd'hui sur ce marché-là. Nous allons, comme à notre habitude, faire un point sur... bon, tout d'abord, nous allons parler de la situation technique qui a d'ores et déjà été abordée lors du Good Morning Market de ce matin. Donc, très brièvement, nous allons en parler, situation technique en journalier. Nous allons voir les différentes conclusions que nous pouvons tirer de ce marché de l'or. Et donc, nous allons développer et justifier toutes ces conclusions, hein. Bon, dans un premier temps, on va constater le spread déjà entre le cours futur et le cours spot pour s'intéresser plus dans le détail aux fondamentaux. Comme pour le pétrole, on va s'intéresser à l'offre et à la demande et on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi l'offre et la demande en gold, en or sont-ils stables? Cela s'explique par la baisse d'une de ces composantes de la demande et la hausse d'une autre. Je vous le dis dès maintenant, c'est la baisse de demande en bijoux et la hausse de demande en investissement en or. On va parler par la suite de l'impact du coronavirus sur les métaux précieux, dont l'or. On va également aborder les ETF, la part des encours des ETF sur ce marché-là. Sur l'or, on va faire également le lien entre la masse monétaire et le cours de l'or. Alors bien entendu, on ne va pas parler de la base de ce marché de l'or, hein. On ne va pas aller jusqu'à Bretton Woods, etc. Pour cela, une page descriptive du marché de l'or vient d'être publiée sur notre site XTB, hein, qui reprend l'histoire de l'or, si je puis dire, l'histoire moderne. Alors par la suite, nous allons faire une comparaison avec 2008, hein, donc un peu comme ce que nous avons fait pour le pétrole, et par rapport à cette comparaison, on va essayer de se projeter sur l'évolution future des cours du gold. Par la suite, nous allons nous intéresser très brièvement au palladium et à l'argent, et nous allons terminer par la situation graphique sur l'or, l'argent et le palladium. D'ailleurs, concernant l'argent et le palladium, un article réservé à nos clients, le Commodity Wrap, hein, qui est publié chaque semaine, détaillera les marchés de l'argent et du palladium. Il sera publié en fin de journée aujourd'hui. Alors, or, le rallye va-t-il durer? Nous allons donc essayer de répondre à cette question au courant de cette vidéo. Tout d'abord, la situation technique de l'or, nous en avons parlé, nous avons d'ores et déjà parlé de cela ce matin en Good Morning Market. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce Good Morning Market, nous allons le résumer. Visiblement, les cours de l'or évoluent à l'intérieur d'un triangle symétrique. L'apex de ce triangle symétrique, c'est-à-dire le centre de ce triangle, représente le seuil psychologique des 1700 $. 1700 $, ça correspond donc à cet apex de ce triangle, mais également à la ligne de force E du précédent N haussier. Donc un niveau qui a d'ores et déjà pris de l'importance et qui en prendra très certainement considérablement par la suite. On peut faire le parallèle avec les 1567 $ qui étaient l'apex du précédent triangle symétrique. Nous avons donc pu constater un rallye et ensuite il y a eu un passage en dessous de ces 1567. Nous sommes repassés au-dessus par la suite et nous nous sommes appuyés dessus pour une impulsion haussière qui nous a permis donc de dessiner le triangle symétrique actuel. Donc on pourrait assister à une configuration similaire, peut-être à la sortie du triangle symétrique, une impulsion haussière, on pourrait s'attendre à un pullback en vue de poursuivre à la hausse et peut-être de repasser sous les 1700 dans quelques semaines. Ce ne sont des hypothèses. On se base sur la situation technique que nous avons pu constater précédemment lors du précédent triangle symétrique pour pouvoir estimer ce qui pourrait arriver par la suite. On va essayer d'étayer tout cela grâce à un petit peu de fondamentaux. Et pour s'intéresser aux fondamentaux, bien sûr, la base, c'est de s'intéresser à l'offre et la demande, comme nous avons fait précédemment pour le pétrole. Nous allons donc voir les différentes conclusions que l'on peut tirer sur le marché de l'or. Nous allons les argumenter une à une par la suite. Alors tout d'abord, hein, conclusion, bon, ça, pas besoin d'argumenter, l'or se négocie aux alentours des 1700 $ l'once et c'est justement l'apex de ce triangle symétrique. C'est ce niveau que nous venons d'aborder actuellement à l'image du précédent apex, du précédent triangle symétrique. Donc l'or se négocie aux alentours des 1700 $ l'once. On observe également une très forte demande de la part des ETF.
Ça s'explique d'un côté par un désir de protection des fonds, d'un autre côté une hausse de la demande d'investissement passif. Il faut savoir que les ETF sont très engagés dans les métaux précieux et dans le physique notamment. Alors, il faut savoir également que la force du biais vert et le coronavirus ont fortement réduit la demande d'or, notamment pour la bijouterie. Nous allons détailler tout cela également. Nous allons parler d'ailleurs d'une baisse de demande qui a été compensée par la hausse d'une baisse de demande en Chine qui a été compensée par une hausse de la demande en Inde. Nous allons détailler tout cela un peu plus tard. Alors, en projetant la situation sur l'or de 2008, on pourrait s'attendre à une correction tout de même, donc prudence. C'est pour ça que cela vient nous rappeler le précédent triangle symétrique. Donc je reviens au précédent slide. Souvenez-vous, le précédent triangle symétrique, nous en sommes sortis par le haut. Nous avons effectué un premier pullback pour repartir à la hausse, pour aller tester les 1704, très exactement, et il y a eu une forte correction par la suite. Voilà, donc je tiens seulement à rappeler cela. Donc les projections à partir de 2008 indiquent une possible correction, et à noter également qu'une augmentation, une forte augmentation de M2 de la masse monétaire devrait entraîner une nouvelle hausse du cours de l'or. Nous allons parler également, ce n'est pas une conclusion, nous allons constater visuellement la situation sur l'argent et le palladium. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le Commodity Wrap qui devrait être publié d'ici 1h30. Alors donc, nous allons débuter par un constat, cet écart du spread. Alors voilà ici, on peut constater graphiquement, c'est un graphique qui est issu de Bloomberg. Alors au passage, vous retrouverez la source en bas à droite de chacun de mes slides. Donc ici, on peut constater le spread entre le spot et le futur, avec un spot à 1706 $ l'once et un futur à 1718, donc un spread qui s'est largement resserré entre les deux, un spread entre 10 et 13 $ l'once. C'est le spread le plus serré que nous avons pu constater depuis un mois, depuis fin mars. Donc très intéressant de le constater. Voici, donc on peut constater ici graphiquement, je répète, en blanc vous avez les cours du spot et en bleu vous avez les cours du futur sur gold. Nous allons donc, on va s'intéresser donc à l'offre et à la demande. En haut, vous avez un histogramme. Vous retrouverez en blanc l'offre, en bleu la demande, en jaune les cours du gold. Donc ici, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a même une réelle stabilité entre offre et demande. Alors comment expliquer cette stabilité malgré un changement capital actuellement, suite notamment à cette pandémie du coronavirus? Alors il faut savoir que l'offre et la demande de l'or sont pratiquement les moins exposés à la pandémie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impactés, mais c'est que relativement par rapport aux autres marchés, ils sont les moins exposés. Pourquoi? Parce que une baisse d'un côté est compensée par une hausse de l'autre côté. Par exemple, la baisse de la demande de bijoux a été absorbée par une hausse de la demande en or pour de l'investissement. Donc nous avons ici des forces qui viennent équilibrer la balance et qui permettent une offre et une demande d'or beaucoup plus stable que d'autres matières premières. Un autre exemple, vous avez une baisse de la demande d'or en provenance de Chine au premier trimestre, une baisse de la demande à hauteur de 50% en annuel, soit environ 3% de la demande mondiale totale en annuel. Et ce que l'on peut constater, vous retrouverez en dessous de cet histogramme les cotations de différentes places, cotations de l'or sur différentes places boursières. Alors au passage, un Tocom, c'est au Japon, hein, c'est l'équivalent du CME, mais version japonaise. Donc ici, ce que l'on peut constater, on va s'intéresser déjà à la Chine, parce que nous parlons de la Chine, on peut voir que nous avons des cours extrêmement bas, 1653 $. Ce que l'on peut constater également, au vu de ces différents cours selon les places boursières, c'est que les cours en Inde restent tout de même extrêmement élevés. En Inde, nous avons des cours, et ce sont les plus élevés, à 1891 $, ce qui laisse à suggérer que malgré tout cela, la demande reste solide, reste forte, et donc nous avons des forces qui viennent s'équilibrer cette baisse de la demande
a été, si je puis dire, muté a été mis sous silence par une hausse de la demande d'or en Inde. Donc, ce qui permet ici d'assurer une certaine stabilité de l'offre, mais également de la demande d'or, ce qui fait que l'offre et la demande de l'or sont les moins exposées malgré cette crise du coronavirus. Donc, ceci étant dit, on a parlé donc de la crise du coronavirus. Donc, on va essayer d'en apprécier, d'en constater concrètement les effets. Alors, les effets sur la demande, mais pas seulement, car il y a eu des effets également sur la production. C'est quelque chose que nous n'avons pas pu constater sur les pétroles. Sur le pétrole, on l'a peut-être constaté sur des plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Donc la production qui a été arrêtée à cause de cas de Covid-19. Mais ça a été beaucoup plus conséquent sur le marché de l'or. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que selon des estimations de Bloomberg, alors encore une fois, ces graphiques sont issus de Bloomberg, vous retrouverez la source en bas à droite. Donc Bloomberg estime que 43% de la demande est frappée donc, par ce coronavirus. Et on peut voir ici graphiquement, sur l'or, on a 43%. C'est vraiment l'impact du coronavirus sur le gold. Et on peut constater que l'or arrive tout de même à tirer son épingle du jeu malgré tout cela face aux autres métaux. On a du platinium impacté à 72%, l'argent à 74% et le palladium à 76%. Donc malgré cela, on a une demande qui arrive à maintenir la tête hors de l'eau. À présent, d'un point de vue et à noter également, peut-être pour faire le parallèle, c'est que la demande de bijoux représente environ 40% de la demande totale d'or. Donc ça, c'est un fait marquant à garder en tête. Cela ne veut pas dire que c'est la demande en bijoux qui a complètement été annulée et qui vient expliquer ces 43% qui sont impactés par la crise actuelle, la pandémie actuelle du Covid-19. Ceci étant dit, on va s'intéresser à présent à l'offre. On s'est intéressé à la demande, mais ce qui nous intéresse également, c'est l'offre. Que s'est-il passé sur l'offre? Il y a eu une réduction naturelle de l'offre. Encore une fois, on va en opposition au marché pétrolier où d'un point de vue de l'offre, on a dû agir de par donc des réductions simultanées. Et les pays producteurs se sont entendus à réduire la production. Sur le gold, c'est différent. Il y a certaines mines qui ont été fermées à travers le monde, notamment, et ça vous en avez très certainement entendu parler, en Afrique du Sud, mais pas que, en Australie aussi, au Chili, mais également en Chine. Donc de ce côté-là, il faut garder en tête que le coronavirus a quand même impacté la production et a impacté donc l'offre dans une certaine mesure, à hauteur de 64%, très exactement. Et de ce point de vue-là, justement, de ce point de vue impact du Covid-19 sur la production d'un métal ou sur l'offre, c'est le palladium qui a été le plus impacté à hauteur de 96%. L'or, c'est uniquement 75%, l'argent 70%, le platinium 91%. Et donc, bon, donc par rapport à justement Bloomberg, donc pour ceux qui ont accès au flux d'informations de Bloomberg, attention, car il y a des informations contradictoires. Donc ça, ce sont des informations dont nous avons pris connaissance ce lundi 27 avril. Les ETF donc qui détenaient de l'or et qui augmentaient leurs avoirs en or considérablement. Et Bloomberg avait annoncé donc la fin de cette augmentation des avoirs en or des ETF. C'était une série de 25 jours d'achat consécutifs. Bloomberg en a annoncé la fin lundi 27 avril, mais on a eu vraiment l'inverse. On a appris, donc nous étions passés, il me semble, environ 10 tonnes ici. On avait baissé de 10 tonnes d'un point de vue des volumes d'achat. Et par la suite, on apprend effectivement que les volumes ont continué à exploser à la hausse pendant 3 jours consécutifs. Donc tout ça pour dire prudence concernant ces informations-là. Pour le coup, je vous propose de détailler la situation des ETF en or. Alors oui, les ETF achètent toujours de l'or, donc c'est toujours d'actualité. On peut même constater que la quantité d'or acheté pour les ETF a augmenté globalement de 15% cette année. Alors vous pouvez le constater ici sur la courbe en rouge. Alors nous allons déjà décrypter ensemble ce qui nous intéresse actuellement, c'est ce graphique du bas.
Donc nous avons en rouge les avoirs, la quantité d'or détenue par les ETF. Donc en rouge, on a les cours du gold spot en vert, on le voit ici à 1700,90 et ce sont vraiment les deux courbes qui vont nous intéresser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est 15% de la quantité d'or achetée cette année, ça correspond à plus de 400 tonnes d'or et ce en moins de 2 trimestres. Donc c'est assez conséquent, ce sont des niveaux qui viennent nous rappeler certaines périodes que l'on pourrait peut-être même surpasser parce qu'effectivement on pourra atteindre des records de détention d'or de la part de ces ETF, mais pas seulement, hein. Je vous le rappelle, la demande en investissement est en train d'exploser malgré le repli de la demande, permettant donc de taire le repli de la demande en bijoux. Alors cette situation, cette augmentation de la quantité d'or achetée par les ETF à hauteur de plus de 400 tonnes d'or vient nous rappeler la situation de 2008, 2009, de 2012, mais également de 2016. À ce moment-là, la demande trimestrielle d'investissement avait dépassé les 400 tonnes et avait même atteint les 600 tonnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, nous avons du cash très bon marché. Encore une fois, pour ceux qui veulent comprendre ce genre de relation, une page a récemment été rédigée concernant le gold. Ça permet de comprendre même le lien des taux directeurs des banques centrales avec le gold. Donc, je vous invite à consulter cette page pour ceux qui découvrent ce marché. Donc, je poursuis. Nous avons du cash très bon marché. On peut, en plus de cela, s'attendre à une hausse de la demande d'investissement pour l'or. Donc, encore un argument qui vient étayer donc ce biais haussier que nous avons sur l'or, un biais haussier qui est confirmé également d'un point de vue technique. Donc voilà pour des ETF. On va encore aller plus loin concernant les ETF et on a parlé donc du cash bon marché. On va parler à présent de la masse monétaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la masse monétaire aux États-Unis ne cesse d'évoluer à la hausse. La masse monétaire que l'on appelle M2, que vous pouvez constater sur ce graphique de par la ligne blanche, et vous avez également le cours de l'XAU, donc du gold, en jaune. Alors ce que l'on peut constater effectivement, c'est que la masse monétaire est en train d'augmenter considérablement aux États-Unis et donc concrètement cela va augmenter la demande en or. La demande en or, l'or, tout le monde devrait normalement se ruer vers l'or, l'or qui sera le meilleur instrument en vue d'allocation des capitaux lors de l'allocation donc des portefeuilles. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en mars, cette masse monétaire, l'offre de monnaie M2 aux États-Unis a augmenté de 11%, hein, ce qui est énorme, ce qui est considérablement, ce qui est extrêmement considérable, pardon. Nous avions eu auparavant une augmentation donc de 7%. Donc on vient pratiquement doubler la cadence en annuel. Une augmentation de 11% vient nous rappeler des niveaux que nous avions atteints au courant des années 80. Nous n'avons pas atteint ces niveaux depuis les années 80. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, les fortes augmentations de la masse monétaire d'M2 ont été un signe précurseur de rallye haussier sur l'or. Donc encore une fois, après ces ETF, après donc la situation technique, nous avons également la masse monétaire qui vient nous confirmer un éventuel rallye sur l'or, tout en gardant en tête que la demande reste très peu impactée par le coronavirus. La baisse de la demande en or est comblée par une autre hausse de la demande, notamment en investissement. Et la baisse de la demande, je pense aux bijoux. Alors il est peut-être temps de comparer la situation avec 2008, hein, chose que nous faisons très fréquemment, notamment lorsque l'on fait les points, les états des lieux, hein, les points coronavirus. On se base sur les crises précédentes hein, en vue d'anticiper les prochains mouvements. Alors ici, nous avons donc superposé les cours du gold actuellement avec les cours du gold en 2008. Hein. Ça nous permet donc de faire une comparaison sur des conditions de marché pas similaires, mais qui se rapprochent le plus. Alors, ce que l'on peut constater, alors à gauche, c'est pour l'or, à droite, c'est pour l'argent. Je vous rappelle que l'or et l'argent, d'ailleurs, sont corrélés positivement entre eux. Alors, ce que l'on peut
constater, c'est que l'or et l'argent sont d'ores et déjà à des niveaux supérieurs, à des niveaux, ils sont beaucoup plus hauts concrètement que lors de la crise de 2008, hein, car là, nous sommes en train vraiment de comparer par rapport au début du sell-off. Alors en se basant sur la crise de 2008, on devrait atteindre un plancher, on devrait atteindre un creux environ 5 mois après le sell-off, soit à partir de début mars. Tandis que pour l'argent, donc pour le silver, le creux devrait être atteint grosso modo 3 mois à partir donc à partir de maintenant. Donc dans les 3 prochains mois, un creux pourrait être atteint sur le silver. En revanche, c'est après 5 mois que l'on pourrait constater un nouveau creux sur le silver. Ça ne veut pas sur l'argent, sur le gold, pardon. Ça ne veut pas dire que le gold va se replier immédiatement pendant les 5 prochains mois pour aller marquer un creux. Ça veut dire que l'on va progresser à la hausse, que l'on pourrait marquer un top, se replier très brusquement pour aller marquer un creux avant de repartir à la hausse. Donc en tout cas, au vu de la situation de 2008, certes, il y a encore du potentiel à la hausse, que ce soit pour l'or ou pour l'argent, mais attention, on pourrait marquer un creux avant cela, et ce creux pourrait être un point d'entrée très intéressant. Mais avant ce creux, on pourrait aller marquer un nouveau sommet. On pourrait donc déjà aller chercher des niveaux peut-être au-dessus des 1900 $. Donc maintenant, le but est d'essayer de se baser par rapport à ce qui s'est passé en 2008. On va essayer de renforcer d'ailleurs cette projection par un indicateur qui est disponible sur la X-Station 5, un indicateur de saisonnalité très simple à utiliser. C'est ce que l'on va appliquer immédiatement, et au vu donc de cet indicateur de saisonnalité, on peut s'attendre à un éventuel creux qui serait atteint à la fin du mois d'octobre, voire début du mois de novembre. Donc ici, ce sont les cours du gold en données hebdomadaires. Vous avez donc un N haussier que je ne vais plus présenter, hein. Je l'ai abordé en long et en large lors des Good Morning Market. Je pense que vous connaissez mon avis à ce sujet-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à quel moment allons-nous marquer un nouveau creux. Un nouveau creux pourrait être marqué fin octobre, donc début novembre. Cela vient confirmer, je vous le rappelle, la projection que nous avions fait par rapport à la crise de 2008, qui nous disait effectivement que l'on pourrait atteindre un plancher, que l'on pourrait marquer un creux 5 mois après le sell-off, c'est-à-dire 5 mois à partir du mois de mars. Donc cela nous ramène à une période similaire à celle issue de l'indice de saisonnalité de la plateforme X-Station 5. Ici, donc, encore une fois, des résultats qui concordent et qui viennent renforcer également la vision technique en journalier. Je vous le rappelle, on s'était basé sur une projection suite à la sortie du précédent triangle symétrique. On était parti à la hausse, pullback sur la borne supérieure pour repartir encore plus haut avant de se replier en dessous de l'apex et ainsi de suite. On en a parlé en début de vidéo. Mais attention, ça ne veut pas dire que le même schéma technique, celui que nous avons abordé en début de cette vidéo, va se reproduire à 100% et que ce fameux pullback même sous l'apex doit intervenir le 31 octobre. Non, loin de là. Simplement que plusieurs éléments, plusieurs approches nous donnent les mêmes indications. C'est vraiment la conclusion qu'il faut en tirer aujourd'hui. Après avoir fait cette projection, nous allons nous intéresser très rapidement à la situation de l'offre et de la demande sur le palladium et l'argent. Nous allons débuter par ce graphique à gauche, le palladium. Ici, ça nous permet de voir la balance, donc l'équilibre. Si nous avons en période donc de surplus, ce sera affiché en haut. En période de déficit, donc l'histogramme donc tendra vers le bas. Et ici, on peut constater, en 2020, nous sommes clairement dans un important déficit, que ce soit d'ailleurs pour le palladium ou pour l'argent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'y attend, il y aura une baisse de demande de palladium, mais celle-ci sera très certainement compensée par la diminution de la production. Il y aura donc ce déficit, et donc cela vient à nouveau rééquilibrer la balance. Donc la baisse de la production qui sera issue, encore une fois, de la fermeture de mines. Je vous rappelle que le palladium est extrait simultanément que le platine. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir.
nous allons nous intéresser maintenant à l'argent, notamment au graphique de droite. Sur le graphique de droite, on a donc là l'offre et la demande globale d'argent. On va avoir la demande totale en blanc et l'offre totale en bleu. Donc ici, nous avons en rose les cours de l'argent. Par rapport à l'argent, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent est extrait simultanément avec l'or et le cuivre, à l'image donc du palladium qui est extrait simultanément avec le platine. Et donc encore une fois, on s'attend à une réduction de l'offre pour l'argent, car encore une fois, on s'attend à une réduction de la production. Donc fermeture des mines, la situation, ce sera exactement la même situation que pour le palladium. Donc concrètement, on s'attend à une année bullish, que ce soit pour le palladium ou que ce soit pour l'argent, malgré cette destruction, une éventuelle, malgré cette pandémie du coronavirus, on va avoir on va avoir une offre qui sera sous pression. Nous avons d'ores et déjà assisté à la fermeture de certaines mines. C'est une situation qui devrait se poursuivre. Donc, l'offre devrait être impactée davantage à l'avenir, ce qui vient confirmer un biais clairement haussier, que ce soit pour le palladium et le silver. Et souvenez-vous de la corrélation avec le gold, d'où l'intérêt de s'intéresser également à ces marchés. Et vous avez la possibilité de vous intéresser à ces marchés de manière simultanée. Ça nous permet de faire un certain rapport de force. Ce que l'on peut constater ici, tout d'abord, vous avez en bleu le cours du gold, en jaune le cours de l'argent et en noir le cours du palladium. Ce que l'on constate très rapidement d'un coup d'œil, c'est que l'or poursuit son rebond dans un momentum très fort, et donc il est sur des plus hauts depuis ce fameux sell-off. L'argent, quant à lui, est en phase de consolidation. On le voit, il est dans une évolution latérale de ses cours. Le palladium, quant à lui, subit toujours des pressions baissières. Donc concrètement, au vu de ce graphique, effectivement, on pourrait s'attendre à, on pourrait se dire qu'il serait plus judicieux éventuellement d'investir sur le palladium, étant donné l'état actuel graphique, mais même si ça peut paraître contre-intuitif, il faut garder à l'esprit que l'or et l'argent pourraient offrir le meilleur rendement possible. L'argent sera très intéressant en vue de sa consolidation actuelle et du départ anticipé du gold, mais le gold sur le long terme, au vu notamment des éléments que nous avons énoncés, de la masse monétaire et de tous les éléments d'un point de vue de l'offre et de la demande, l'or devrait offrir des opportunités extrêmement intéressantes, et ce biais haussier est un biais qui devrait se maintenir sur le long terme. Donc cette vidéo sur le gold touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous allons donc suivre le gold lors des Good Morning Market dans l'attente éventuellement d'un départ, d'une impulsion haussière, et nous resterons extrêmement alertes à tout franchissement de support qui pourrait marquer le début d'un repli. Donc concrètement, aujourd'hui, vous êtes suffisamment armés, vous avez toutes les armes en main pour maîtriser, si je puis dire, le marché de l'or, car vous avez une idée du côté de l'offre et de la demande, et j'imagine que vous avez tous les outils techniques à disposition. Le tout à présent sera de ne pas louper le coche pour le gold, et c'est sur ce donc que je mets un terme à cette vidéo. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.